Écoutez, on va démarrer. Merci à toutes les courageuses et tous les courageux qui viennent de sortir seulement d'une autre intervention pour venir écouter pendant quelques dizaines de minutes. Bonjour, je m'appelle Christophe Klotz, je suis le directeur RSE du groupe Yebo. Alors le groupe Yebo, c'est pas très connu, mais c'est surtout connu au travers de ses marques comme Caline, Neo, Wibet, IPA, Westalu. Nous sommes une entreprise vendéenne et une entreprise, une grosse ETI internationale. Notre chiffre d'affaires va bientôt frôler le milliard d'euros, plus de 4000 salariés, présents dans 5 pays. Donc c'est une ETI européenne aujourd'hui et avec des marques extrêmement fortes, leaders sur son marché. Et surtout, c'est là où je voudrais vraiment insister, c'est une entreprise familiale. Alors ça n'a l'air de rien dit comme ça. En fait, ça résonne complètement avec des idées de résilience, d'adaptation, et surtout quelque chose qui compte énormément pour nos actionnaires, c'est la notion de pérennité. Quand on parle de dérèglement climatique, quand on parle de prise en compte des grands enjeux de société, écoutez, voyez, pour une entreprise familiale, c'est quelque chose qui parle. L'idée n'étant pas simplement d'être là l'année prochaine ou dans 2 ans, mais d'être là encore dans 20 ans pour pouvoir transmettre à la génération suivante. Moi, j'ai l'habitude de commencer toutes mes interventions par rappeler des choses avec quelques images. Mais alors, ce qui est un truc qui est très impressionnant, c'est que merci. C'est que d'année en année, je me rends compte que c'est encore plus facile de parler de ces sujets, tout simplement parce que, eh bien, écoutez, ce dérèglement climatique dont on parle, il est de plus en plus présent, de plus en plus puissant. On annonce que pour 2024, les coûts liés aux dégâts vont dépasser les 300 milliards de dollars à l'échelle planétaire. Et quelque chose d'encore plus impressionnant, je le disais il y a une semaine, c'est qu'on estime qu'à 2050, ce serait peut-être jusqu'à 15% du produit intérieur brut mondial qui pourrait être affecté. Donc vous voyez, il y a vraiment une question à la fois d'importance, de prise en compte, d'urgence. Et pourtant, on a l'impression que d'année en année, on dit, bah oui, ça arrive peut-être pas chez moi, alors même que ça arrive de plus en plus près de chez nous. Moi, j'aime bien utiliser un graphique qui nous a été donné par le comité 21 qui a travaillé à la transposition des rapports du GIEC au Pays de la Loire. Nous sommes vendéens, donc ça nous parle encore plus sur zone littorale, un petit peu particulière, avec en fait, je vais tout de suite le dérouler, en fait deux scénarios extrêmes. Un premier scénario, et là je parle évidemment euh, on va dire, d'augmentation des vagues de chaleur. Et là, on voit que dans un scénario qui n'arrivera pas, parce que nous savons que nous avons déjà allègrement dépassé tout ce qui aurait pu ne pas arriver lié à nos engagements dans les accords de Paris, euh, c'est l'idée. Voilà, la projection du GIEC, c'était que voilà, nous allions passer par an de 6 jours à il y a une petite quinzaine de jours, euh, on va dire, d'inconfort lié aux températures élevées. Dans le scénario qui est le scénario business as usual, donc celui où finalement on ne fait pas trop d'efforts et qui aujourd'hui est celui sur lequel nous sommes installés en termes de trajectoire, là vous voyez qu'à 2050 on va parler d'une trentaine de jours avec de très fortes augmentations de température. Et là quelque part ça nous parle directement et ça veut dire que on ne peut pas, ne peut pas atteindre. On ne peut pas attendre. Alors, je vais faire un focus sur une de nos sociétés qui, elle, est la plus, aujourd'hui certainement la plus en avance par rapport à l'ensemble de ces sujets. Et simplement pour vous dire, euh, le, le- le- le nom que nous avons donné à à notre plan d'action, sans beaucoup d'originalité, c'est Planète. Mais le plus important, j'y reviendrai très rapidement, vous voyez, c'est cette circularité qui pour nous est absolument clé parce qu'elle elle symbolise en fait le rapport aux autres et le rapport aux autres au sein de notre chaîne de valeur. Quelque chose qui me semble extraordinairement important, c'est de rappeler également le poids du logement euh, dans la balance, on va dire, carbone de la France. Alors, j'ai fait exprès de ne pas utiliser une présentation ou des graphiques qui
immédiatement mettre le focus sur le bâtiment. Je me souviens d'une présentation il y a 2-3 ans du CSTB qui était extrêmement intéressante où on parlait du poids du monde du bâtiment qui était de 153, je me souviens du chiffre, 153 millions de tonnes en équivalent CO2 et qui d'ici 2050 devait se retrouver autour de une quinzaine de tonnes. Moi, je préfère parler de celui-ci, puisqu'en fait, on se ramène à quelque chose qui est plus connu dans le grand public, à savoir que nous ne devrions pas, chaque Français, chaque habitant sur Terre euh, ne devrait jamais dépasser, en moyenne, les 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Là où ça devient extrêmement intéressant avec le code couleur, si on met le focus sur le bleu clair, qui est en fait euh, encore une fois, met le projecteur sur le bâtiment, vous voyez que proportionnellement, c'est là où on demande le plus d'efforts. C'est-à-dire qu'on va réellement devoir diviser, enfin, du moins ce sont les projections de l'ADEME sur la base de possibilités, voilà, d'occurrence de capacité, passer vous voyez, de 2,9 à largement moins de 2,5. Ça, on pourrait en parler très longtemps. Ça veut dire qu'il y a une attente sociétale et une attente au sein du monde du bâtiment qui est extrêmement forte et nous essayons de prendre notre part. Alors ce qui est en jeu, alors, c'est pour nous, mais beaucoup plus largement, et je reviendrai sur le bien-être de tous, c'est à la fois lorsqu'on est un fabricant de fenêtres, c'est de menuiserie extérieure, c'est le bien-être. Vous voyez, le bien-être au sens global du terme. Alors, plus prosaïquement, plus proche de chez nous, c'est le confort d'été, c'est le confort d'hiver. Donc, le confort d'hiver en ayant un maximum d'énergie qui rentre grâce en fait au clair de vitrage, au clair de lumière, avec une isolation optimisée. Donc, c'est ce rapport UW-SW que nous appelons la thermoluminescence. Et de plus en plus, avec ce que je vous ai dit sur l'inconfort d'été, l'augmentation des températures, ça va être avec une bonne ventilation, la capacité de se prémunir contre justement ces à-coups de chaleur. Mais le bien-être de tous, ça veut dire aussi qu'en tant qu'entreprise, si on est responsable, ça veut dire que ce que l'on fait pour nos produits ne peut pas se faire au détriment des autres, y compris de ceux qui se trouvent extrêmement loin, chez nos fournisseurs, les fournisseurs de nos fournisseurs, etc. Et ce qui est vraiment en jeu, c'est très RSE, c'est clair, c'est cette balance qui fait que notre responsabilité ne s'arrête pas aux limites de notre chaîne de valeur et encore moins aux limites de nos usines. J'en profite aussi pour tordre le cou à une idée reçue et qui fait aussi que la menuiserie, voilà, au sein d'un bâtiment, ça n'est plus aujourd'hui, et depuis l'automne, et grâce à une étude du bureau d'études techniques Tribu, ce n'est plus une simple variable d'ajustement. Et une idée reçue assez claire, assez simple, qui dit que plus vous auriez de vitrage, eh bien plus vous auriez également de déperdition de chaleur et que finalement dans une balance avantages et inconvénients, il vaudrait mieux réduire finalement, on va dire, la taille des menuiseries et la part des ouvertures. Là, c'est ce qui a été montré. Alors, je précise tout de suite, c'est une étude qui est disponible, vous la trouvez sur Internet. Elle est elle prend en considération différentes zones géographiques et elle prend également en ligne de compte différents types d'occultations, parce que les occultations sont absolument indispensables. Elle met le focus non pas sur le logement, mais sur le tertiaire et plus particulièrement sur le tertiaire de bureaux. Là, c'est un exemple que je vous donne. Des courbes comme ça, vous allez en voir beaucoup sur l'étude complète. Elle se focalise à Paris avec des protections mobiles extérieures. Vous avez représenté sous forme de pointillés le niveau de BBO, donc ce niveau qui caractérise les besoins en énergie ramenés à... Alors ici, justement au bureau, vous avez en vert le, la- le BBO max
antérieure. Vous avez en bleu le seuil 2025 et vous avez ensuite le seuil 2028 qui est en dessous. Ça veut dire que, en toute logique, nous ne devrions pas dépasser, euh, nous ne devrions jamais dépasser cette barre-là pour pouvoir, euh, je vais dire, respecter la RE 2020. Il se trouve que si je superpose à ces trois seuils de Babyomax, ce que nous pouvons obtenir avec, vous voyez, de gauche à droite, une surface vitrée de plus en plus importante, c'est seulement à partir de 60% de vitrage, 60% oui, de vitrage, que vous obtenez, que vous arrivez à, à respecter la RE 2020. C'est une idée reçue. Je pense que la plupart d'entre vous pensaient qu'à partir au-delà de 40%, ça n'était pas possible. Ce bureau d'études nous a prouvé le contraire. On peut remercier également le SNFA de l'avoir financé. Si on revient plus proche de nous directement, c'est juste impossible de pouvoir avoir un plan de décarbonation, je veux dire, comment dire, un plan de décarbonation qui se tient si on n'a pas une vision très claire de notre empreinte carbone. Là aussi, contrairement aux idées reçues, mais aujourd'hui c'est de plus en plus compris et entendu, c'est bien notre amont, c'est bien notre scope 3 qui est et de très très loin celui qu'il faut travailler. Et, et encore une fois, justement avec cette vision un petit peu holistique, un petit peu globale de nous au milieu d'un cycle dans lequel l'ensemble de nos parties prenantes seraient installées, nous avons pu établir ce plan dans lequel, évidemment, au-delà de l'évaluation, c'est le plan de décarbonation. L'énergie, notre transition énergétique est centrale, mais également, puisque nous sommes quand même une entreprise, nous fabriquons, le rapport à la matière, le rapport à l'usage de matières recyclées, l'utilisation également de matières de fin de vie est centrale, et évidemment avec de l'éco-conception. Je, je précise ici, parce que je ne reviendrai pas juste après, que, en fait, lorsque vous êtes un fabricant, et notamment un fabricant de menuiserie en aluminium, euh, cette matière, au jour d'aujourd'hui, elle est déjà assez, entre guillemets, décarbonée, en ce sens que, en ce qui nous concerne, ce sont les chiffres, moi j'attends les chiffres de 2024, mais pour 2023, nous sommes déjà aujourd'hui, nous utilisons dans nos usines de l'aluminium qui contient 58% d'aluminium de fin de vie, d'aluminium recyclé. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors même que les gisements existent, sauf qu'ils ils ne sont pas refondus en France, d'où l'importance d'un groupe comme le nôtre d'investir dans notre amont. Nous avons déjà investi dans ce qu'on appelle le filage, dans les profilés. Nous avons eu notre propre usine de profil d'aluminium et nous avons décidé il y a 2-3 ans, pour pérenniser notre activité et surtout faire en sorte d'être maître un peu de notre destin, d'investir dans une fonderie d'aluminium. Donc c'est une fonderie d'aluminium qui s'appelle Corallium, qui sera située en France, qui est située en Vendée, dans une zone en plus où en déprise économique en plus. Donc vous voyez, il y a un aspect social très très important. Ce qu'on appelle la première coulée aura lieu encore au cours du premier semestre. Et l'idée, c'est vraiment, au-delà de la fonderie, d'être aussi en capacité d'accueillir tout type de déchets. Donc la moitié de cette usine sera également une usine capable de faire un tri extrêmement fouillé, pointu, avec les technologies les plus modernes de tous les types de matériaux, et in fine de sortir un aluminium qui sera composé largement à plus de 90% d'aluminium recyclé. C'est un axe pour nous absolument crucial et qui fait partie, d'ailleurs c'est la pierre angulaire de notre plan de décarbonation. Je précise tout de suite, nous nous sommes engagés dans les accords de Paris. Nous avons l'humilité de penser que d'ici 2030, 2031, 2032, on y sera. On y sera. Au-delà, il faudra inventer autre chose.
comme dans beaucoup d'industries, il faudra trouver des nouvelles solutions. Il y aura des ruptures technologiques. Il va se passer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est voilà, de faire notre part. Ce terme, on l'utilise souvent. Et mon Dieu, euh, j'espère que nous y arriverons. Sobriété énergétique, là j'ai juste 3 slides très rapides pour dire, ça n'a l'air de rien, mais ça va être très engagement également pour nos, pour nos collaborateurs. Alors ça, ce sont des posters qui ont été montrés dans nos différentes usines, parce qu'on a plusieurs sites industriels. Mais quand vous montrez que vous êtes que sur le gaz, vous avez réduit de plus de 30% votre consommation, avec en plus des engagements très forts de tous les salariés, parce que ça touche également, par exemple, la température dans les ateliers. Mais une fois qu'on a compris pourquoi on le faisait, eh bien, écoutez, il y a un engagement, il y a une adhésion qui est extrêmement forte. Et ça, je ne vais pas dire que c'est propre à notre entreprise, mais c'est propre à une entreprise où il y a des valeurs et des engagements extrêmement forts. Sobriété matière, là encore une fois, ça n'a l'air de rien, mais c'est juste une petite photo que nous aimons montré. Pardon. Là, vous avez à gauche une palette sur laquelle vous allez retrouver 4-5 menuiseries. Le nombre de petits éléments de protection, parce que ce sont quand même on va dire des beaux produits qu'il faut bien protéger. Dans une entreprise comme Calagne, ça se calcule en millions par an. En millions par an. L'idée, c'est pas forcément de s'en passer, parce qu'on ne peut pas le faire au détriment de la qualité des produits. Mais c'est de réfléchir à 2 axes. D'une part, le réemploi. Alors ce terme-là, évidemment, je pense il faut insister très lourdement là-dessus, parce que l'idée du recyclage, c'est bien, mais si on peut réemployer, c'est encore mieux. Donc dans notre industrie, alors que nous avons un très grand nombre d'artisans qui travaillent avec nous, le parti pris a été plutôt de capitaliser sur des cales de protection réemployables, voilà, qui sont vraiment adaptés à notre activité, mais avec tout un système de retour pour que l'on puisse le réemployer. Donc le pari, à terme, parce qu'il faut mettre tout ça en place, nous ce sont des milliers d'artisans, donc il faut vraiment le mettre en place, ça sera de pouvoir les réutiliser entre 10 et 15 fois, et c'est là où nous aurons le meilleur impact. Et puis, vous voyez en bas à droite, quelque chose qui n'a l'air de rien, mais ça c'est issu de Kaizen, donc industriel, c'est-à-dire de groupes de travail, de salariés, d'opérateurs qui ont dit, nous aussi on veut faire notre part, et bien on a réduit la taille des feutrines jusqu'à ce qu'à un moment on fasse prendre un risque à la qualité. Et ça n'est pas acceptable. Et tout ça fait un tout et rend nos salariés d'abord très fiers, et puis ensuite a un impact à la fois matière et carbone considérable. Et puis, ce petit clin d'œil à Valobat qui sera le prochain intervenant ici. Valobat, c'est l'éco-organisme auquel nous avons adhéré pour la maîtrise de fin de vie des produits. Alors, dit comme ça, enfin, je pense que vous êtes tous informés de l'importance de Valobat. Mais quand on voit simplement le vitrage et qu'on sait qu'il y a encore 1 an ou 2, je pense que c'était le chiffre, je crois que c'était 3% du verre plat qui était refondu et recyclé pour refaire du verre plat de bâtiment. C'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est une honte. Donc en fait, l'idée avec notre éco-organisme, c'est de les accompagner pour accélérer le mouvement, être en capacité le plus rapidement possible, d'être en capacité de mettre sur le marché des menuiseries qui seront intégralement composées en fait de matières de seconde vie, mais sans, disons, tout en étant intransigeant sur la qualité et je veux dire en restant clair sur nos valeurs. Donc, moi, juste très simplement quelques phrases pour conclure. Et vous voyez, je fais tout le temps des allers-retours entre des choses très concrètes et puis une prise de hauteur qui est absolument indispensable sur ces sujets. On a la prétention de croire, comme d'ailleurs tous les fabricants de menuiserie extérieure, on a un business qui est utile. Vous pouvez toujours vous poser la question. Et si on supprimait cette activité, qu'est-ce qui se passerait ? Je pense que tout le monde peut comprendre qu'on a besoin de menuiserie, on a besoin de se mettre hors d'air. En revanche,
une entreprise, si elle est vraiment une entreprise responsable, d'abord elle prend conscience, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire beaucoup de choses en termes de formation, notamment avec nos collaborateurs. Elle pense global, elle pense pas qu'à soi, elle pense pas qu'à la chaîne de valeur, elle pense au-delà. Elle pense global aussi en faisant appel à toutes ses connaissances et toute sa réflexion sur les grands enjeux, les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux de demain, parce qu'ils bougent et ça va très très vite. Il faut qu'on ait envie de faire avec les autres. Alors il se trouve que nous, on a cette chance d'avoir des collaborations depuis des dizaines d'années avec et nos fournisseurs et nos clients sur lesquels on peut compter et on a envie de faire ensemble. Et finalement, ça nous permet finalement d'avoir les bons produits les plus adaptés au marché. Voilà. Et puis, je pense que c'est tout. Alors, je refinis toujours par la petite pirouette. On fait notre part avec humilité. On essaye de le faire bien. Et puis, en espérant que, mon Dieu, tout le monde fasse pareil. J'espère que j'ai respecté le timing. Merci beaucoup. Il semblerait qu'il reste encore quelques minutes pour pouvoir répondre soit à une question, soit avoir des commentaires. Oui, bonjour. Juste une curiosité par rapport à... Oui, pardon. Juste une curiosité par rapport à la disponibilité de l'aluminium aujourd'hui pour remplir l'usine que vous êtes en train de construire, parce que sur les menuiseries fin de vie qui reviennent, aujourd'hui, il y a très peu d'alu. Alors, vous dites ça parce que vous êtes dans la récupération des matériaux de Ouais, fin de vie. on est Atlantem, fabricant de menuiserie. Et c'est vrai que quand on voit ce qui revient en menuiserie fin de vie aujourd'hui, donc du coup, vous allez aller chercher de l'aluminium ailleurs en attendant ou Alors, je ne peux pas me substituer à mes collègues qui gèrent cette activité, mais de ce que j'en comprends, les gisements existent, les gisements de fin de vie sont là. Et aujourd'hui, cet aluminium, il est simplement exporté pour être refondu, pour revenir chez nous sous forme de billettes et autres. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est avoir des collaborations avec justement les professionnels du recyclage et construire des collaborations pour que cet aluminium de fin de vie, encore une fois, reste bien en France, soit refondu en France pour éviter là aussi ces transports qui n'ont absolument aucun sens et pouvoir les contrôler comme il faut. Par contre, j'insiste, il faut également être en capacité de trier ces fameux déchets qui arrivent. Et parce que si on attend des déchets propres, juste des scraps d'aluminium propres, prêts à être refondus, là ce sera peut-être un petit peu compliqué. D'où l'investissement qui est quand même colossal sur des systèmes de tri de très haut niveau.